Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Des millions de femmes congolaises et d'hommes congolais sont tués pour des gains économiques et cela doit prendre fin. Enough is enough. We need to talk about the Congolese genocide carried out for economic gains. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Nous allons revenir encore une fois, on le fait souvent, sur la situation en République démocratique du Congo. Mais nous nous intéressons cette fois-ci au volet judiciaire, puisque ce lundi, il y a eu à Kinshasa une table ronde qui a été baptisée table ronde sur l'appropriation du Génocoste. Ce que les Congolais appellent le Génocoste, c'est le génocide commis au Congo pour des gains économiques. C'est le Génocoste. Et effectivement, quand on essaie de voir ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années déjà, on ne peut nier, on ne peut pas contester les propos, les affirmations des autorités congolaises qui disent que dans leur pays, il y a eu des massacres qu'on peut qualifier juridiquement de génocide. Ça a commencé, nous l'avons souligné plusieurs fois ici, avec l'invasion, la première invasion du Congo, c'était en novembre 1996, et il y a eu beaucoup de massacres. Et donc, les Congolais disent qu'il y a eu des massacres dans leur pays, qu'ils qualifient maintenant de génocide avec ce nouveau concept de génocoste, ça veut dire le génocide commis pour des gains économiques. Et en lançant les travaux de cette table ronde qui a eu lieu ce lundi 31 mars 2025, le président Félix Tshisekedi a tracé l'historique des massacres qui ont été commis dans son pays. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des membres des ethnies Nindu et Lega furent exterminés en un très court laps de temps, avec des actes d'une cruauté insoutenable, tels que l'enterrement de femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1990, que des membres de Hutu visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazaoro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes.
Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, qui s'exprimait justement au lancement de ces travaux, a encore une fois appelé la communauté internationale à reconnaître ce génocide qui a été commis dans son pays, et il a fait des annonces, il a déclaré officiellement ce qu'il comptait faire. J'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Bien évidemment, le génocide, on verra ce qui va être décidé, mais on rappelle également qu'il y a eu d'autres initiatives dernièrement de la part des autorités congolaises qui visaient cette fois-ci à réclamer la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. On se demande d'ailleurs pourquoi les deux initiatives ne sont pas conjointes et pourquoi la création du tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo n'irait pas de pair avec justement ce processus encore qui a été initié récemment, bon, dont la table ronde a eu lieu hier à Kinshasa, ce lundi. Et pourquoi les deux processus ne seraient pas mis ensemble? Parce que justement, s'il y a création de ce tribunal pénal international, l'objectif principal sera de juger les auteurs des crimes qui sont maintenant qualifiés par la partie congolaise de génocide. Encore une fois, sur le volet judiciaire, rappelons que même s'il y a des Congolais qui se sont rendus coupables des crimes qui ont été commis dans leur pays, mais la plupart des responsables sont notamment rwandais, comme le rappelait d'ailleurs le président Tshisekedi. Il n'y a pas que les Rwandais, bien sûr, mais peut-être ils ont beaucoup trempé dans ces crimes plus que des ressortissants d'autres pays. Et sans oublier que, justement, surtout lors de la première invasion, il y avait aussi des Ougandais essentiellement, mais aussi des Burundais qui étaient impliqués. Et donc, tout ce monde-là, si le génocide est reconnu, et si la création du tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, si il est créé ce tribunal, cette juridiction, évidemment, tous ceux qui ont trempé, tous ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes seront poursuivis, mais on verra que la majorité d'entre eux seront
plutôt des Rwandais. Il y a une troisième initiative de la part du Congo, c'est que le Congo a saisi la Cour de justice de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie et que le procès est en cours, même si peut-être ça va doucement, ça ne va pas aussi rapidement que le Congo l'aurait souhaité. Mais il y a un procès en cours intenté par la République démocratique du Rwanda, la République démocratique du Congo contre le Rwanda, à cause justement de l'agression dont le Congo a fait l'objet, et l'agression évidemment qui a été faite par le Rwanda, se cachant, on le sait, derrière la rébellion du M23. Le procès est en cours à Arusha. Moi, je n'ai pas d'ailleurs suivi ces derniers temps pour savoir où on en est, mais il y a ce procès également qui est en cours. Donc, il y a 3 initiatives maintenant qui sont en cours de la part de la République démocratique du Congo. Il y a, comme c'était le cas hier justement avec la table ronde qui a été organisée à Kinshasa pour appeler la communauté internationale à reconnaître le génocide qui a été commis sur son sol, sur le sol du pays. Il y a la demande de création du tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et il y a ce procès qui est en cours à Arusha, un procès qui oppose évidemment le Congo, qui est la partie qui a porté plainte, et puis la partie défenderesse qui est le Rwanda. Mais n'oublions pas également qu'il y a le tribunal pénal international qui est sur l'affaire. Vous savez que le procureur général est Karim Khan. Le procureur général est près du tribunal pénal, la Cour pénale internationale, pardon, la CPI. Le procureur s'est rendu à Kinshasa et il a déclaré évidemment que il y a des enquêtes qui ont déjà commencé et que peut-être bientôt on va voir des gens, des responsables qui pourront être traduits aussi devant la Cour pénale internationale. On le suivra bien évidemment. Et ce ne serait pas la première fois que la Cour pénale internationale s'intéresse aux affaires de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, le ministre Jean-Pierre Bemba, lui-même, a été traduit devant cette cour, mais lui, il a été acquitté. Il a été acquitté et puis maintenant, il est rentré dans son pays, il est aux affaires, il est ministre, il est membre du gouvernement. On l'a vu d'ailleurs dernièrement très actif sur le terrain pour mobiliser la population de son pays afin que tout le monde justement puisse participer à la défense de son pays agressé par le Rwanda. Et justement, puisqu'on parle de la Cour pénale internationale, on ne peut pas s'empêcher de parler d'un certain Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, c'est quelqu'un qui a été traduit également devant la Cour pénale internationale et qui a été condamné à 14 ans de prison pour son rôle dans la déstabilisation de son pays, notamment en enrôlant des enfants soldats. Il a été traduit, il a été reconnu coupable, et maintenant, curieusement, ce week-end, on a vu qu'il créait un autre mouvement. Lui qui est basé en Ouganda. Il est en Ouganda et il a créé un nouveau mouvement pour, dit-il, renverser le gouvernement de la province d'Ituri. Lui ne s'intéresse même pas à tout le pays, au pays en entier. Il veut simplement s'intéresser à l'Ituri. C'est curieux quand même. Parce que le Congo n'est pas un pays fédéral. Le Congo est un pays plus ou moins centralisé. Et si donc il y a des manquements dans la conduite des affaires
dans la province d'Ituri, on devrait plutôt interpeller le gouvernement central de Kinshasa. Mais lui, il dit qu'il veut renverser le gouvernement, le gouverneur de la province d'Ituri. Pourquoi? Il a peut-être ses raisons que nous ignorons. Mais quand on essaie de réfléchir aussi, on en parlait dernièrement sur cette chaîne, il y a le chef de l'armée de terre ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, qui s'en est pris violemment au gouverneur militaire de la province d'Ituri. Il a menacé d'envahir et de saisir, d'occuper la province d'Ituri, et d'ailleurs, il a aussi menacé de marcher vers Kisangani. Et donc, on peut dire que les deux démarches concordent. Ce n'est pas une simple coïncidence. Si Muhoozi Kainerugaba s'en est pris violemment au gouverneur militaire de la province d'Ituri, et maintenant il y a Thomas Lubanga, basé en Ouganda, qui va lancer probablement une autre rébellion dans la province d'Ituri. Ça veut dire évidemment qu'il y a des intérêts convergents de la part peut-être de Muhoozi Kainerugaba, qui utiliserait Thomas Lubanga, peut-être avec la connivence et la complicité de Kigali, puisque, rappelons-le, lorsque Muhoozi Kainerugaba a fait ces déclarations-là, il rentrait d'une mission, d'un voyage de travail au Rwanda. Et donc, ça veut dire que la province d'Ituri reste menacée, et surtout avec la naissance prochaine de cette nouvelle rébellion qui a à sa tête un certain Thomas Lubanga, qui est un criminel de guerre reconnu et qui a été condamné pour cela. Et donc, ça interroge. Ça interroge. Et dans le même temps, justement, on parlait de cet aspect judiciaire de la part de la République démocratique du Congo. On a parlé de ces 3 initiatives, mais le Congo continue et aussi le combat diplomatique. Et c'est dans le combat diplomatique que peut-être les autorités congolaises excellent. Et on se demande d'ailleurs si cette guerre va finir, s'il y aura une victoire militaire d'une partie ou d'une autre. Mais j'ai vu le président Félix Tshisekedi, lui, il compte continuer justement sur ce volet-là, sur le train. Mais ce qu'il dit, c'est que pour lui, peut-être, pour que la paix revienne durablement dans cette région, il parle d'un après Kagame. Pour lui, il pense qu'il y aura quelqu'un qui viendra après le président Paul Kagame et que peut-être ce sera à ce moment-là que le Congo et le Rwanda pourront vivre paisiblement, comme des voisins normaux. À celui qui viendra, celui ou celle qui viendra après Paul Kagame, il n'est pas éternel. J'espère qu'après lui, il y aura un chef d'État qui pourra comprendre le sens et le bien fondé de vivre en paix avec ses voisins. Mais dans l'entretemps, sur le terrain militaire, on en parlait la semaine dernière aussi, il y a la ville de Walikale qui est occupée maintenant par la rébellion du M23, FC M23, évidemment, ce sont des militaires rwandais qui se battent. On a vu qu'il y a un aéronef, ça veut dire un avion rwandais d'ailleurs, du Rwanda, qui faisait la navette entre Kigali et Walikale pour apporter des renforts et qui a été visé par des missiles, qui a été incendié. On a vu des photos. Et donc, cela pourrait peut-être compromettre les intérêts ou les objectifs militaires du Rwanda dans cette partie de Walikale.
puisque Walikale, c'est un peu loin quand même. C'est pas Goma, c'est pas Bukavu qui sont frontalières avec le Rwanda. Et donc, là, ils utilisaient des moyens aériens pour transporter des troupes. Et maintenant que l'aéronef qui était utilisé justement pour cet effet a été visé, a été brûlé, peut-être ils hésiteront à encore une fois envoyer un autre avion dans cette région. Ce qui veut dire que ça va probablement affaiblir les moyens militaires dans cette région de Walikale. Sachant d'ailleurs que lorsqu'ils ont pris la ville de Walikale, ils avaient indiqué, annoncé officiellement, puisqu'ils étaient en difficulté, il faut le dire, ils avaient indiqué qu'ils comptaient se retirer de cette ville pour, disait-il, donner une chance à la paix. Mais lorsqu'ils ont commencé à voir ces renforts qui venaient de Kigali, ils ont fait marche arrière en déclarant qu'il n'était plus question de quitter la ville de Walikale, de positionner les troupes comme il l'avait annoncé, puisque officiellement le gouvernement de Kinshasa commettait des massacres contre des populations civiles. Et vous savez justement que cette rébellion est là pour défendre la population civile et qui serait la cible, qui serait discriminée ou assassinée par le gouvernement de Kinshasa, évidemment. Nous savons bien que la réalité est ailleurs. Et voilà. Et donc, sur le terrain militaire, on va suivre peut-être prochainement, on y reviendra. On a vu que ça bouge aussi du côté de Bukavu. Il y a des assauts, il y a la population qui est très mobilisée aussi contre l'occupation de leur ville par les militaires rwandais. On a vu des manifestations, évidemment, il y a des massacres qui s'ensuivent. L'armée rwandaise ne peut pas rester comme cela, on sait comment elle procède. Lorsqu'il y a des manifestations contre sa présence, évidemment, c'est que derrière, il va y avoir aussi des représailles terribles. Ça veut dire des massacres. Sur le plan diplomatique, maintenant, on a vu qu'il y a le Qatar qui est actif, qui a maintenant, cette dernière semaine, on a vu déjà le 18 mars 2025, il y a le président, de façon tout à fait inattendue, le président Paul Kagame qui a rencontré le président Félix Tshisekedi. Et cette semaine, on a vu la semaine dernière qu'il y avait des délégations. La délégation de la rébellion du M23 et la délégation du gouvernement de Kinshasa qui étaient au Qatar, à Doha, au Qatar, et qui ont commencé à discuter. Vous savez que le gouvernement de Kinshasa avait déclaré pendant très longtemps qu'il n'était pas question de dialoguer directement avec la rébellion du M23, mais avec l'insistance des amis, des partenaires du pays. Finalement, le président Tshisekedi et son gouvernement sont revenus sur leur décision et ont accepté de discuter avec ces rebelles. Et donc, la rencontre qui devait avoir lieu à Luanda le 18 mars a échoué, puisque la rébellion s'est désistée. Comme le remonteur Paul Kagame s'était désisté en décembre 2024. Et cette fois-ci, ils étaient à Doha. On n'a pas beaucoup d'informations sur le déroulement des discussions. Très peu de choses ont filtré de la rencontre de la délégation du gouvernement de Kinshasa et de la délégation de la rébellion de la FC M23 à Doha. Mais il y paraît que il y a eu tout d'abord des rencontres séparées. Ça veut dire la délégation du gouvernement qui s'est entretenue avec le Qatar, avec les émissaires du gouvernement qatari qui ont discuté à part, et puis
ces émissaires, les facilitateurs ont rencontré encore une fois les rebelles. Et puis, il y aurait eu tout de même, vers la fin, une rencontre entre les deux délégations, la délégation rebelle et la délégation du gouvernement de Kinshasa, sans que rien ne filtre de ce qui a été dit. Mais on sait tout simplement qu'il y a des lignes rouges tracées par le gouvernement de Kinshasa. Il y a des revendications des rebelles. On verra ce que ça va donner quand les partis intéressés pourront communiquer officiellement, puisque c'est le Qatar maintenant qui mène la danse. C'est le Qatar qui décidera ce qu'il faudra communiquer. Mais dans tous les cas, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais on sait que lorsqu'il y a des négociations, évidemment, il va y avoir peut-être les deux délégations vont pouvoir trouver des terrains d'entente. Mais pour le moment, de toutes les façons, ils ont décidé de se revoir, je pense, la semaine prochaine, pour aborder maintenant des questions de fond, puisque pour l'instant, il s'agissait apparemment de créer un climat de confiance. Et voilà donc, les négociations ont commencé, espérons qu'ils pourront aboutir peut-être à des résultats qui permettront la paix dans cette région, et surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, on a appris également que ce 26 mars 2025, c'était la semaine dernière, alors que le président Joao Lourenço avait annoncé se retirer du processus de paix congolais, il s'était retiré de la facilitation dans le processus dit de Luanda. Quand même, les deux parties ont annoncé de façon officielle que l'Angola tout de même restait aux côtés de la République démocratique du Congo et continuerait de s'intéresser à cette question du processus de paix. Et c'est pour cela que le président Tshisekedi s'est rendu ce 26 mars à Luanda, où il s'est entretenu avec son homologue angolais, comme l'a annoncé le ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Acaba de terminar o encontro entre Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da União Africana, com Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, que chegou a Luanda esta manhã. Portanto, os dois chefes de Estado, durante este encontro, portanto, reiteraram boas relações que existem entre os dois países e povos. O segundo, no que diz respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, os dois chefes de Estado, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes de Estado. Voilà, et donc on continue de suivre l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on voulait tout simplement évoquer cet aspect judiciaire, mais sans oublier qu'il y a des évolutions sur le terrain militaire, également sur le processus de paix, des négociations qui sont en cours. Vous avez suivi également, avant de clore cette émission, il y a l'émissaire américain Ronnie Jackson qui s'est rendu à Kinshasa, qui s'est rendu à Kigali
Lorsqu'il est rentré dans son pays, il a fait des déclarations qui n'ont pas plu à la partie congolaise, puisqu'il semblait affirmer que le gouvernement de Kinshasa discriminait une partie de sa population dans l'Est. Et pour Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, a déclaré Ronnie Jackson, en fait, ça n'engageait que lui, puisque ce n'était pas la position de son gouvernement, du gouvernement de Washington. Et donc là, on avait vu que justement ce congressman s'était rendu à Kinshasa, on l'avait présenté comme l'envoyé spécial du président américain, mais il semble que ce n'était pas le cas. Il a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État et les présidents Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Et puisqu'on parle justement de Washington, on a suivi également le gouvernement de Kinshasa. Il y a eu beaucoup d'informations dans ce sens qui auraient proposé à Washington d'avoir un accès privilégié aux terres rares à l'est de la République démocratique du Congo, avec des investissements conséquents en échange de la protection de la sécurité dans cette région. Évidemment, et justement, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, qui est maintenant sénateur, qui était en déplacement à Paris, devant ses confrères, ses homologues sénateurs à Paris, est revenu sur cette question. Je vous propose de l'écouter. États-Unis, non, moi je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient, coopèrent et signent des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles et tout. Je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo. Nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat, qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant peut aider à armer, à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières. Pourquoi pas? Où est le problème?
On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Et voilà. Donc, moi, je crois que c'est Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces propos du sénateur congolais Christophe Lutundula que nous mettons fin à l'édition de ce jour, à l'émission de ce jour. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.